le but d'accélérer la conservation de la biodiversité, la Chine réfléchit à une directive pour intégrer cette question comme priorité dans les plans 2021-2025 des organismes gouvernementaux et des régions. C'est ce qu'a annoncé le 8 septembre le ministre de l'Écologie et de l'Environnement, Huang Runqiu. Selon Huang Runqiu, qui s'est exprimé lors d'un forum organisé à Pékin, à l'occasion de l'Assemblée générale annuelle du Conseil chinois pour la coopération internationale sur l'environnement et le développement, le déclin de la biodiversité a été pour l'essentiel freiné en Chine. Créé en 1992, ce conseil est un organe consultatif international de haut niveau, composé de responsables et d'experts chinois et étrangers qui apportent des conseils au gouvernement chinois. Avec 11 800 aires protégées, la Chine a mis 18% de ses terres sous protection, dépassant plus tôt que prévu le niveau de 17% qui est l'un des objectifs pour la biodiversité 2010. La Chine a tracé des lignes rouges qui encerclaient 25% du territoire du pays depuis la publication d'une directive par les autorités centrales en 2017. Ces lignes rouges sont fréquemment utilisées en Chine pour décrire les frontières géographiques qui ne doivent pas être franchies. La stratégie dite de ligne rouge couvrira les régions ayant des fonctions écologiques importantes, y compris la conservation de l'eau et des sols et le maintien de la biodiversité, ainsi que les régions écologiquement fragiles qui sont sujettes à l'érosion des sols, à la désertification et à la salinisation. Avec la création de plus de 250 bases pour le sauvetage et l'élevage d'animaux sauvages, la Chine a restauré ou augmenté la population de plus de 300 espèces menacées. Tout en accélérant la construction d'un système d'air protégé soutenu principalement par des parcs nationaux, la Chine va également améliorer la supervision de ces zones et lignes rouges, mais aussi appliquer strictement des sanctions pour les dommages causés à l'écosystème et surveiller les progrès de la conservation de la biodiversité du pays. Par ailleurs, la Chine s'engagera de manière plus proactive dans les dialogues et coopérations bilatéraux et multilatéraux sur la conservation de la biodiversité et d'autres domaines de développement vert. Elle s'efforcera de remplir son mandat en tant que pays hôte de la 15e réunion de la conférence des parties à la Convention sur la diversité biologique. De même, avec la communauté internationale, la Chine s'efforcera de rechercher un terrain d'entente tout en mettant de côté les divergences. Plus grande réunion des Nations Unies sur la biodiversité depuis une décennie, la 15e réunion est chargée d'élaborer le cadre mondial de la biodiversité pour l'après-2020 et d'identifier les objectifs de protection jusqu'en 2030. Le sommet se déroulera en 2 phases, du 1er au 15 octobre et au premier semestre de l'année prochaine. Le projet d'adduction d'eau du sud vers le nord a permis de détourner 46 milliards de mètres cubes d'eau vers les zones arides du nord à travers ses voies médianes et orientales, a précisé Xi Chunxian, responsable du ministère des Ressources en eau, lors d'une conférence de presse. Le projet a fourni de l'eau à quelques 280 districts de plus de 40 grandes et moyennes villes, atténuant la pénurie d'eau dans le nord. Monsieur Xi a indiqué que le projet d'adduction d'eau est la nouvelle planche de salut pour de nombreuses villes. Il a également contribué à améliorer l'écologie sociale. Le projet a fourni plus de 6,4 milliards de mètres cubes d'eau le long de ses voies médianes et orientales pour une utilisation écologique, ce qui a permis de freiner efficacement la baisse du niveau des eaux souterraines et les affaissements de terrain. Le projet d'adduction d'eau du sud vers le nord comporte 3 axes. La voie médiane, la plus importante des 3 en raison de son rôle dans l'alimentation en eau de la capitale nationale, part du réservoir de Tanjiakou dans la province centrale du Hubei et traverse le Henan et le Hebei avant d'atteindre Pékin et Tianjin. Elle a commencé à fournir de l'eau en décembre 2014. La voie orientale a été mise en service en novembre 2013, transférant de l'eau de la province orientale du Jiangsu pour alimenter des zones telles que Tianjin et le Shandong. La voie occidentale est en phase de planification et n'a pas encore été construite. Li Zong, vice-ministre des Ressources humaines et de la Sécurité sociale, a déclaré le 30 août lors d'une conférence de presse que le plan est un guide important pour le travail lié à l'emploi qui fait face à la fois à des opportunités et à des défis.
Reconnaissant les problèmes actuels et les incertitudes futures sur le marché du travail, un haut responsable du plus haut organisme de planification économique chinois, qui était également présent à la réunion, a déclaré qu'ils étaient globalement confiants dans le maintien de la stabilité de l'emploi. Selon Gao Gao, un haut responsable de la Commission nationale pour le développement et la réforme, les perspectives économiques positives du pays ont jeté des bases importantes pour la promotion de l'emploi. De nouveaux moteurs de croissance ont également été formés pour stimuler l'emploi, a-t-il ajouté, citant les exemples de l'économie numérique et les efforts du pays pour promouvoir l'entrepreneuriat de masse et l'innovation. Le secteur des services de la Chine, en croissance constante et avec de nouvelles industries en constante émergence, a servi à absorber la main-d'œuvre. Selon M. Li, le nombre de personnes travaillant dans le secteur tertiaire représentait 47,7% de la main-d'œuvre totale en 2020, en hausse de 4,4 points de pourcentage par rapport à 2016. Le marché du travail du pays est également soutenu par le secteur privé. Les entités dynamiques du marché, en particulier les micro, petites et moyennes entreprises et les entreprises indépendantes, fournissent plus de 80% des emplois et créent plus de 90% des nouveaux emplois en Chine. M. Gao a également noté que la Chine compte 200 millions de travailleurs qualifiés, dont plus de 50 millions sont hautement qualifiés, et qu'il constitue désormais un pilier solide soutenant la dynamique du marché fabriqué en Chine et conçu en Chine, a-t-il ajouté. La Chine a décidé d'accélérer ses efforts pour développer un système de sécurité sociale couvrant l'ensemble de la population urbaine et rurale. Intitulé Plan d'action de la Chine pour les droits de l'homme, le document a été publié jeudi par le Bureau de l'information du Conseil des affaires d'État. Pour les habitants ruraux et les habitants urbains non actifs en difficulté financière, le gouvernement couvrira une partie ou la totalité de leurs cotisations au régime de retraite de base. D'autres mesures visent à améliorer les systèmes et les mécanismes des taux de retraite de base pour les salariés urbains. En vue d'améliorer le système d'aide sociale, le plan souligne que l'État attribuera des fonds de secours spéciaux pour les soins de santé, l'éducation, le logement et l'emploi aux personnes en difficulté financière. La Chine offrira donc un programme d'aide sociale à plusieurs niveaux et catégories afin d'améliorer le système d'allocation de subsistance. Le 5 septembre, la conférence sur les marques de restauration de Pékin de la Foire internationale du commerce des services de Chine 2021 s'est tenue au Centre national de conférences de Chine à Pékin. La commission municipale du commerce de Pékin a publié la deuxième liste de 10 rues avec les restaurants qui font office de cantine de minuit. Objectif, promouvoir le développement de l'économie nocturne de la capitale. L'économie nocturne est devenue une part importante des activités commerciales urbaines et incarne les caractéristiques et la vitalité de Pékin. En juillet 2021, le ministère de la Culture et du Tourisme a publié des documents pour demander la sélection et la construction de plus de 200 zones nationales réunissant la culture, le tourisme et la consommation nocturne. 60% des actes de consommation ont lieu dans la nuit et les ventes réalisées entre 18h et 22h par les grands magasins dépassent 50% de leur chiffre d'affaires journalier, selon une enquête sur les habitudes de consommation des habitants urbains réalisée par le ministère du Commerce. L'économie de la nuit est déjà un indicateur important pour mesurer la vitalité économique d'une ville. De nombreuses villes chinoises ont déjà trouvé un modèle relativement mûr pour développer l'économie nocturne. Par exemple, Shanghai a créé des zones d'activité nocturne en mettant en avant les caractéristiques suivantes: dimension internationale, style de Shanghai et la mode. La ville de Xi'an a fait de la visite nocturne et de la culture de la dynastie des Tang la carte de visite touristique de cette ancienne capitale. Des décorations et spectacles de lumière le long du fleuve Yangtze dans la ville de Wuhan et la zone touristique de la rivière Qinhuai et autour du temple de Confucius à Nankin sont devenus les symboles de l'économie nocturne de ces deux villes.
Selon les données d'Immediate Research en 2020, le développement de l'économie de la nuit chinoise est évalué à plus de 30 milliards de yuan, soit 3 930 milliards d'euros, et pourra atteindre 36 milliards de yuan, soit 4 727 milliards d'euros en 2021. L'économie nocturne englobe des secteurs et des types de consommation très variés. Cela va des secteurs pour lesquels la nuit est aussi importante que la journée, comme la restauration et les magasins, aux secteurs principalement nocturnes, comme les bars et le karaoké. D'ailleurs, les activités culturelles et sportives sont aussi devenues progressivement des activités nocturnes dans les villes, offrant des produits comme la gymnastique, le concert, l'exposition artistique et la librairie nocturne. Dans la région de la Grande Baie, Guangdong, Hong Kong, Macao, la construction d'installations aéroportuaires s'est accélérée. En effet, l'aéroport de Hong Kong a marqué mardi l'achèvement d'une troisième piste de 3,9 km qui devrait entrer en service en 2022. Avec une structure complète de 3 pistes en place, le volume annuel de passagers à Hong Kong devrait passer à 120 millions de passagers, avec un volume de fret annuel pouvant atteindre 10 millions de tonnes. La province chinoise du Guangdong met également en œuvre des plans pour construire d'ici 2025 un groupe de ports et d'aéroports côtiers de classe mondiale. Selon un plan publié par l'administration chinoise de l'aviation civile l'année dernière, la Chine construira un cluster aéroportuaire de classe mondiale dans la région de la Grande Baie d'ici 2025, comprenant la construction de plaques tournantes de l'aviation internationale à Guangzhou et Shenzhen. D'ici 2035, il y aura au total 3 pistes à Hong Kong, 5 à Guangzhou, 3 à Shenzhen et 1 à Zhuhai et à Macao, soit 13 pistes dans la région de la Grande Baie, contre seulement 9 en 2020.